Je vais maintenant accueillir les invités qui vont participer à la deuxième séquence de cette table ronde. Michel Gézéquel, le président de la CRES Bretagne. Bonjour. Mamadou Touré, vice-président de la Fédération des entreprises d'insertion. Fatima Belaredj, déléguée générale de la Confédération générale des SCOP. Christophe Janter, directeur du département cohésion sociale et territoire à la Banque des territoires groupe Caisse des dépôts. Et puis Sophia Chikirou, députée de Paris en charge du rapport sur le budget ESS du PLF, le projet de loi de finances. Vous avez chacun une place et un micro. Peut-être pourrait-il y avoir des verres pour nos invités si jamais ils ont un petit peu soif. Voilà, et je vais en profiter pour boire également. 5 secondes. Oui, tout à fait. Voilà, ça vous a permis de vous installer. Alors, sur cette deuxième séquence, nous allons donc voir le poids de l'ESS économiquement et territorialement. Il y a déjà des points qui ont été évoqués dans la première séquence, mais on n'est pas rentré dedans plus avant. Comment est-ce qu'on peut développer l'ESS? Quel rôle elle peut développer pour, par exemple, dans la transition? On en a parlé, écologique et sociale. Est-ce qu'elle peut... Et est-ce qu'elle doit devenir la norme de l'économie de demain? Est-ce qu'elle peut se développer sans adopter la logique de marché des entreprises classiques? Est-ce qu'elle peut devenir un partenaire à part entière dans la construction des politiques publiques? Nous allons donc évoquer toutes ces questions ensemble. Je vous propose, pour faire connaissance aussi, un premier tour de table, peut-être pour donner finalement une vue d'ensemble au secteur de l'ESS, des atouts et du poids dans l'économie, dans les territoires, en soulignant que le contexte est particulier. On est dans la post-crise sanitaire avec de l'inflation, des hausses sur les prix de l'énergie, sur les prix des matières premières. Donc, ce n'est pas anodin comme contexte. Peut-être Fatima Belaredj, comment est-ce que ça se passe pour les SCOP, peut-être notamment, qui sont particulièrement impliqués dans le monde industriel et peut-être particulièrement touchés par le contexte dans lequel que je viens de décrire. Bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation, cher président. Peut-être un mot, parce qu'on n'est pas présent que dans le secteur industriel, hein, les SCOP et les SIC, effectivement. Mais ceci dit, nous sommes nés de l'industrie et notamment des métiers du BTP, donc voilà, les SCOP ont 120 ans. Par rapport à la question que vous évoquez, je pense un peu comme toute l'économie, nos entreprises sont impactées par l'inflation et en particulier par l'augmentation des matières premières. Donc très clairement, voilà, on aura des réductions de marge extrêmement fortes, en particulier dans l'industrie. Néanmoins, il y a quand même une dynamique, hein, je ne vais peut-être pas refaire un topo sur les difficultés que rencontre notre réseau, bon, qui sont les mêmes que l'ensemble des acteurs économiques. C'est à la fois ces difficultés de recrutement, donc ça montre quand même qu'il y a des choses, enfin en tout cas, que ça continue en tout cas à créer. Et puis peut-être un point que j'ai envie de partager dorénavant, c'est qu'on est quand même sur une année sur laquelle on se pose énormément de questions, c'est-à-dire qu'à la fois on est très inquiet puisqu'on nous annonce la crise économique qui arrive à grands pas, et à la fois c'est une année sur laquelle, en termes de plan de relance où nous avons nos propres outils, mais nos propres outils financiers, on est à fin juillet sur une progression de plus de 60%. En discutant avec nos collègues de France Active, on a la même chose. Alors, on peut l'expliquer par une certaine frilosité aujourd'hui d'autres investisseurs financiers. Mais c'est vrai que, bon, on a un sens paradoxe. Enfin, on a des paradoxes sur lesquels on s'interroge. Et pour le moment, voilà, plutôt une attente très très forte, en tout cas, sur ce qui va se passer sur les prochains mois et d'en mesurer le véritable impact pour rester vraiment aux côtés des entreprises. Une vigilance. Donc, Michel Gézéquel, quel est votre constat en Bretagne, en tant que président de la CRES Bretagne, et plus largement, quel est l'impact sur l'ESS dans les territoires aujourd'hui?
Alors, peut-être enclencher le micro, voilà, juste en le poussant, voilà. C'est mieux comme ça, C'est voilà. mieux, Merci. tout à fait. Donc bonsoir à tous et toutes. Donc voilà, un petit peu comme ce qui a été dit, les entreprises de l'économie sociale et solidaire prennent aussi de plein fouet la situation actuelle, avec malgré tout des secteurs un petit peu différents, qui vivent différemment les choses. Si on s'en tient aux chiffres de 2021, nous on a pu constater en région Bretagne une augmentation de 3% malgré tout des organisations de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, il va falloir voir un petit peu fin 2022, début 2023 ce que ça donne, notamment je pense au champ de l'action sociale, médico-sociale qu'évoquait Hugues Widor tout à l'heure et comme qui vit une crise importante aujourd'hui avec de nombreux départs des professionnels. Enfin voilà, donc il y a des choses à regarder. Pour autant, les chiffres actuels de l'économie sociale et solidaire en Bretagne, c'est 13,8% des postes salariés dans l'ensemble de l'économie, pour 10,2 en France, 18% des postes de l'économie privée. Voilà. Et ça, tout champ d'activités confondues, agroalimentaire, action sociale, activités bancaires, sport, culture, tourisme et enseignement. Notamment. Donc un dynamisme particulièrement important en Bretagne. Oui. Mamadou Touré, du côté des entreprises d'insertion très soutenues ces dernières années et qui ont montré leur utilité, leur pertinence pendant la crise Covid, comment se porte le secteur aujourd'hui et peut-être que vous pouvez nous faire part de votre propre expérience puisque je crois que vous dirigez plusieurs entreprises d'insertion dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Alors, pareil pour le micro et parlez bien dedans pour que relevez vers le haut. Bonjour à tous, voilà. C'est mieux. Oui, merci. Merci pour l'invitation. Rapidement, effectivement, la période que nous avons traversée est une période pendant laquelle les entreprises de travail temporaire d'insertion, les entreprises d'insertion, enfin l'ensemble de l'IAE a fortement été impacté par ce moment que nous avons tous traversé. Mais en effet, l'État a joué le jeu et a fortement soutenu l'ensemble du secteur. Le plan de relance, grosso modo 450 millions d'euros, est venu soutenir sur nos territoires nos entreprises d'insertion, mais surtout grâce à une détermination sans faille et assez importante des acteurs de terrain sur ces territoires qui ont, sur une période un peu compliquée, continué à garder ce fil, continué à développer leurs activités à travers des missions plus ou moins très proches du terrain et des besoins des gens qui en exprimaient le besoin. Aujourd'hui, le secteur, sur les premiers mois, c'est une augmentation de l'activité qui est un peu sur la même tendance. Mais effectivement, on est tous un peu concentrés sur ce qui peut arriver, ce qui peut effectivement impacter nos activités, même si on a vraiment confiance que ça se fera grâce à l'effort un peu collectif, notamment en passant par des solutions, notamment pour nous aider à développer nos structures grâce à la formation, grâce à des outils capables de nous aider à recruter, à accompagner de manière plus efficace nos salariés en parcours d'insertion. Mais c'est un effort un peu commun et un peu collectif qui se fera grâce à cet effort un peu collectif, mais rapidement dire que sur l'année 2021, c'est 38% de TTI en plus, ETTI, entreprise de travail temporaire d'insertion, 15% d'entreprises d'insertion en plus, donc une volonté assez farouche sur les territoires de développer des parcours d'insertion pour les personnes en situation difficile. Merci. Donc on voit le dynamisme de ce secteur dans les deux exemples qui viennent de nous être donnés. Christophe Janter, est-ce que vous avez quelques chiffres pour montrer le poids de l'ESS dans l'économie en France ? Les chiffres, bonjour à tous déjà et merci à nouveau Jérôme pour ton invitation. Les chiffres, ils ont été donnés tout à l'heure. Je me permettrai de rebondir sur ce qui vient d'être dit où j'y souscris totalement. On a parlé tout à l'heure de transition sociale et écologique, et je pense que, alors on en parle beaucoup, mais il y a quand même des prises de conscience. Sur les entreprises d'insertion, ce que j'entendais à l'instant, nous on soutient à la Banque des Territoires, notamment le groupe ID et puis Bretagne Atelier, donc on est en plein dedans. Bretagne Atelier a quand même souffert parce qu'ils sont dans le domaine industriel. Mais ce que je voulais dire, c'est que les acteurs de l'ESS qui aujourd'hui se positionnent sur des sujets phares comme la transition alimentaire ou l'économie circulaire, et là on parle bien d'impact environnemental,
Moi, ce que je note en tant qu'investisseur, c'est qu'il y a une attention très spécifique, toute particulière qui est faite dans ces deux sous-secteurs de l'ESS, parce que c'est extrêmement générateur d'impact extra-financier. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Quand je dis économie circulaire, je pense notamment au domaine du réemploi, et puis transition alimentaire, des choses qui réémergent, pas des choses très nouvelles, mais comme les recycleries sur le réemploi, les conserveries ou les légumeries, quand on parle de transformation. Et tout ça derrière, en fait, il y a cette notion sur la transition alimentaire de souveraineté alimentaire locale. Et on voit de plus en plus d'acteurs se positionner avec, une fois de plus, des investisseurs qui ont un œil bienveillant sur ces acteurs, parce que extrêmement générateurs d'impact. Et j'en vois de plus en plus qui sont prêts à revoir à la baisse leurs exigences de rentabilité financière, parce que secteur très visible et générateur d'impact. Alors vous avez soulevé plusieurs sujets sur lesquels on va revenir, la mesure de l'impact et puis le vecteur de transition écologique. Effectivement, je vous remercie de les avoir amenés. Sophia Chikirou, peut-être votre regard, vous, sur le secteur de l'ESS aujourd'hui et votre constat peut-être. Vous allez porter le rapport sur le budget de l'ESS du PLF. Quel est votre constat ? Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Pour moi, c'est un moment important ce soir et j'ai tenu à être présente dès le début, à écouter absolument tout le monde. Et je pense que je vais être beaucoup à l'écoute ce soir, mais j'ai quand même un avis sur le sujet et je vais répondre à votre question. Mais c'était important parce que je dis que c'est la première rencontre que je fais avec le secteur en tant que députée LFI-NUPES. Je suis membre de la Commission des affaires économiques et j'ai demandé à avoir le rapport, l'avis budgétaire sur l'ESS parce que c'est un secteur qui me tient à cœur. Et même beaucoup plus que ça, puisque je me faisais la réflexion tout à l'heure en écoutant la précédente table ronde et les interlocuteurs ici, je me dis, j'ai l'impression d'être dans une chocolaterie où tout ce que j'entends me plaît. C'est comme ça. J'ai l'impression vraiment de me retrouver dans ce que vous décrivez, dans ce que vous dites, dans les combats que vous menez, exactement la vision de l'économie que nous avons tenté de porter et que nous essayons de développer et de porter d'un point de vue politique. Alors, en plus, vous avez la franchise et j'aime beaucoup cette façon de vous exprimer et d'affronter les choses, c'est-à-dire de les dire comme elles sont et pas de s'inventer des cache-sexes. Donc ça, c'est aussi une très bonne façon d'aborder ce nouveau quinquennat avec cette nouvelle ministre. Moi, je suis une partenaire aussi pour lui mettre la pression. Et je suis une partenaire aussi pour l'aider à obtenir un maximum de choses pour le secteur. Ceci étant dit, tout le monde vous dit que vous êtes merveilleux. Voilà. Je trouve aussi que vous êtes merveilleux. Nous sommes tous merveilleux. Et vous savez qu'en général, quand on nous flatte de cette façon-là, c'est que soit on est inoffensif, soit on ne représente pas grand-chose. Voilà. On permet de racheter une bonne conscience à un certain secteur. Moi, je suis un peu radicale, ça ne vous aura pas échappé. Je viens d'un mouvement qui assume des ruptures. Je viens d'un mouvement politique qui a porté un projet radical, que ce soit à l'élection présidentielle ou à l'élection législative. Et le programme que j'ai défendu dit clairement que si l'économie sociale et solidaire n'affronte pas l'économie capitaliste, libérale, financiarisée, on peut lui mettre tous les qualificatifs qu'on veut, on s'est bien compris, elle risque de perdre son âme. Pourquoi ? Parce que tous les champs dans lesquels nous intervenons avec l'économie sociale et solidaire sont des champs qui valorisent le lien social, qui valorisent l'humain, qui prennent en compte l'environnement, la nature, les circuits courts, la délocalisation, et qui n'ont en tout cas pas pour finalité l'enrichissement, la lucrativité, le profit pour le profit ou le profit illimité, on va dire. Dès lors, on pose problème à un secteur capitaliste qui, lui, a besoin de s'étendre perpétuellement et de gagner sans cesse du terrain partout. Donc la confrontation est inéluctable. Ce que je constate, moi, en vous écoutant, et parce que je connais un peu le secteur aussi pour avoir été à la Fédération des entreprises d'insertion quelques années, dans l'IAE ensuite, et avoir moi-même créé une SCOP, ce que je constate, c'est que depuis 20 ans, j'ai l'impression que nous sommes dans un mouvement paradoxal.
nous sommes pris entre ce que vous êtes, c'est-à-dire des représentants, des têtes de réseau, des acteurs, des penseurs. Je suis frappée par toute la créativité qu'il y a dans le secteur, surtout depuis 2 ans particulièrement, où vraiment vous êtes allé très loin dans les propositions. Et en même temps, donc, vous êtes dans une espèce de co-gestion avec les pouvoirs publics, pas parce que vous êtes lâche ou faible, parce que vous n'avez pas d'autre choix que de le faire. Et le paradoxe, c'est que les pouvoirs politiques publics depuis 20 ans sont soumis, ou en tout cas ont adhéré à des logiques libérales. Donc à des logiques qui ne sont pas les vôtres. Ils sont au service d'une autre économie que la vôtre. C'est très clair. Donc vous êtes tout le temps obligé de négocier et de vous excuser. Moi, je ne supporte pas l'entrée et l'adoption d'un vocabulaire qui n'est pas le vôtre. D'ailleurs, d'entrée de jeu, j'ai écouté toutes les interventions. Tout le monde est mal à l'aise avec le vocabulaire. Tout le monde a du mal à dire innovation sociale. Bon sang, pourquoi ce mot d'innovation sociale? On fait ça depuis toujours. On s'adapte à l'humain. On n'a pas l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire dans notre quotidien. Bon, ils appellent ça de l'innovation. Mettons ça innovation pour pouvoir bénéficier de tel ou tel dispositif ou de tel ou tel avantage fiscal. Je ne veux pas faire très long. Mais ce que je veux dire, c'est que le mouvement paradoxal dans lequel nous sommes depuis 20 ans, qui est cette contradiction-là, fait que là, vous êtes à la croisée des chemins. Et vous le savez mieux que moi, vous l'écrivez mieux que moi, Jérôme Sadier, vous m'avez passionné, moi j'adore ces caractères comme ça. Je dis, ouais, vous le savez. Vous savez très bien que vous êtes obligé de porter ce que vous ne voulez pas porter, c'est-à-dire des ruptures. Et moi, je voudrais vous poser une question, et je vais vous la poser à vous tous ici, à ESS France. Je suis un peu frappée de voir l'absence de la représentation syndicale ouvrière des travailleurs et des salariés dans cette rencontre. J'avoue aussi que j'aurais aimé qu'on parle sérieusement de la question qui est évacuée partout, qui est celle des salaires dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui sont des salaires très bas, qui souvent, notamment dans l'insertion, permettent à peine de sortir de la pauvreté, voire font des travailleurs pauvres. J'aimerais savoir pourquoi, quand on parle de démocratie citoyenne, quand on parle de ces secteurs, on n'invite pas les travailleurs et les salariés à en discuter avec nous. Est-ce que je peux vous renvoyer ces questions et vous demander si ce sont des points que vous allez porter dans le rapport que vous allez rendre J'ai un avis budgétaire à rendre. J'ai découvert ça donc en devenant parlementaire. La ligne budgétaire, ce que je dois commenter, c'est 19 millions d'euros sur le dispositif, le DLA, et sur de l'accompagnement. Donc, Madame Schiappa a annoncé 3,5 millions. Je ne sais pas où elle va les prendre. Donc, j'essaye de me repérer dans les différentes lignes budgétaires des différents ministères, et j'ai hâte de voir quelle va être la direction donnée. Je ne me fais absolument aucune illusion parce que c'est une habitude de ce gouvernement, et on l'a encore vu cet après-midi dans des auditions qu'on a menées. On les voit aller prendre l'argent dans des lignes budgétaires et annoncer nous allons investir. Peut-être qu'ils annonceront demain 1 milliard d'euros dans l'ESS, et en fait ils auront regroupé toutes les lignes budgétaires déjà existantes, ils les auront fait passer. Bon, voilà, moi je ne me fais pas d'illusions. Donc l'avis budgétaire que je vais rendre, il y aura 3 pages qui commenteront les 19 millions d'euros, et il y aura 33 pages qui diront tout ce qu'il faudrait faire et qu'ils ne font pas. Voilà en gros ce qui va se passer. Donc je traiterai évidemment de cette idée que je vous soumets d'ailleurs, de convoquer dans l'ESS une grande conférence salariale. Parce que si vous voulez rendre attractif l'ESS, ça passe aussi par cette question-là, ça passe aussi par remettre à plat la convention, ça passe aussi par prendre en compte l'inflation. J'interrogerai aussi les mutuelles, pardonnez-moi, parce que j'ai proposé un amendement au mois de juillet pour le blocage des primes d'assurance ou des cotisations mutuelles, notamment sur l'assurance habitation qui est obligatoire, que des gens ne vont pas pouvoir assumer. J'aimerais pouvoir en discuter avec ce secteur qui doit être exemplaire dans la matière. J'ai beaucoup de choses que je vais porter dans cet avis budgétaire qui ira bien plus loin qu'un simple avis budgétaire. Voilà. Merci. Peut-être pour rebondir sur cette question des salaires et suiter avec la suite de la séquence, Michel Gézéquel, vous avez parlé du dynamisme des acteurs de l'ESS au sein de la région Bretagne. Est-ce que vous avez des exemples de ce dynamisme? Est-ce que vous avez eu l'impression que ce niveau de salaire peut être un facteur bloquant? Alors, en matière de dynamisme, je voudrais reprendre par exemple l'exemple qui a été évoqué sur le développement de l'économie circulaire et notamment du réemploi. Du réemploi avec le développement d'une filière en Bretagne qui est
importante et qui fait preuve d'un dynamisme impressionnant sous l'impulsion des acteurs de l'économie sociale et solidaire. La région Bretagne a une culture, une habitude de la coopération. Enfin voilà, ça fait partie de son identité. Et donc on trouve des organisations de l'économie sociale et solidaire très anciennes et des organisations très nouvelles, toutes jeunes, voilà, et notamment dans ce secteur de l'économie circulaire. Aujourd'hui, ce sont plus de 400 organisations repérées agissant dans le cadre de l'économie circulaire en Bretagne. Donc une filière dont le développement est animé et porté par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire. Et dans cette économie solidaire, circulaire, notamment 67 structures, 67 recycleries, en fait, voilà, dont 12 relèvent du champ de l'insertion, ce qui est une particularité en Bretagne, puisque ailleurs, les structures de l'insertion sont plus présentes dans le champ des recycleries. Donc voilà, c'est une particularité bretonne. Ces structures de l'économie circulaire, c'est plus 33% en 3 ans. Donc voilà, ça donne un petit peu le mouvement, le dynamisme voilà, qui est né notamment de la mobilisation citoyenne, de l'engagement des bénévoles voilà, sur ce structure, parce que les recycleries sont aussi chez nous des lieux de vie autres que des lieux de vie, de rencontres, etc. Voilà. Alors sur la question des salaires, moi je ne peux que souscrire à cette évocation de salaires beaucoup trop bas dans le champ de l'insertion et plus largement dans le champ de l'action sociale et médico-sociale, avec des effets aujourd'hui délétères d'abandon, voilà, de vocation, d'engagement des professionnels dans ces champs d'activité qui nous mettent en situation de vraies difficultés avec des services qui ferment, des dispositifs d'action sociale qui ne sont plus rendus. Voilà. Merci pour ces exemples d'innovation. On parlait du pouvoir d'agir des citoyens dans la première séquence. Et là, on voit bien à travers les exemples que vous venez donner que les citoyens vont créer leurs propres solutions dans les territoires. Fatima Belhadj part dans les scopes, dans les SKICS. Et on voit aussi ces innovations, ce pouvoir d'innovation et peut-être au service de la transition écologique notamment, dont parlait Christophe Jeanter. Je veux bien juste réagir sur la question précédente quand même, parce que du coup... effectivement, l'ESS peut aussi montrer qu'elle peut être sur la qualité de l'emploi et sur la question des salaires que vous avez raison de soulever. C'est pas une fatalité. On le voit bien dans les secteurs, en tout cas pour les 4000 entreprises que je représente là. Effectivement, cette réalité, on la rencontre dans les secteurs de l'IAE, du médico-social. Et puis, on voit bien que le fait que les salariés soient impliqués à la gouvernance, et donc je crois que là où on a des salaires qui sont bas, je laisserai les spécialistes répondre, c'est effectivement dans ce que vous avez évoqué en termes de cogérance avec les politiques publiques. Bon, les SCOP et les SIC ne sont pas systématiquement dans cette cogérance. Et donc, quand vous êtes sur le marché, vous vous alignez sur le marché. Et nous, les enquêtes que nous avons pu réaliser montrent que nous sommes... on ne va pas dire très au-dessus, mais il y a un choix aussi. Et on sait que dans le numérique, par exemple, on est très en dessous, mais on est assez fiers aussi de travailler plutôt sur la qualité de l'emploi plutôt que dans ce secteur où on a des heures de folie. Et donc, on sait qu'on attire des ingénieurs qui pourraient être payés 2 fois plus, mais qui font le choix dans notre secteur. Je vous donne un exemple où on est en deçà de la moyenne, mais on a aussi plein d'autres exemples. Je pense au secteur industriel ou le secteur des services. Je crois qu'on a nos amis du groupe Up qui sont là, sur lesquels, quand on fait la comparaison de ce groupe par rapport à un autre groupe, on est là sur des moyennes salariales qui sont, qui sont très largement dans les clous. Et c'est une fierté, parce qu'en fait, on peut faire, en tout cas, on a cette possibilité et ce choix, en tout cas, de décider dans la gouvernance, y compris de la question des salariales, au regard, évidemment, du marché. Je reviens à votre question. Les atouts principaux, plutôt que de les énumérer, parce qu'on en a un certain nombre qui sont communs dans l'économie sociale et solidaire. Moi, ce que j'aime bien mettre en avant, surtout dans des périodes qui sont un peu compliquées, comme celle de la crise sanitaire, ou bien en 2008. C'est la résilience dont on a fait preuve. C'est-à-dire qu'on a mis d'abord au centre des préoccupations les services que nous voulions rendre avant
d'être sur la finalité financière. Et effectivement, on s'interroge, mais on fait remonter clairement nos voix collectivement. Quand on nous dit qu'on est les plus beaux, bah oui, on n'est peut-être pas les plus beaux, mais on est assez fiers en tout cas de ce qu'on met en avant, parce que derrière cette résilience, c'est simplement ces parties prenantes. Alors nous, c'est les salariés en particulier, qui ont leur mot à dire et qui ont été les premiers, si je prends l'exemple de la crise sanitaire, à revenir au travail, parce qu'ils venaient défendre leur outil de travail. Et puis un dernier point, puisqu'il va y avoir un avis rendu, je crois que c'est une question après, mais je la devance quand même, pour ne pas être en décalage par rapport à ce qu'on vient de dire. Tant qu'on n'aura pas une véritable politique d'investissement, et ça on n'a pas de mal à le dire, d'investissement dans l'économie sociale et solidaire, avec justement ce qui fait ses qualités, ses différences, ce changement en tout cas, puisqu'on évoquait de paradigme économique, la réalité c'est qu'aujourd'hui, les citoyens veulent ça. Et donc, on voit bien dans la dynamique aujourd'hui, c'est que même pendant les crises, et notamment cette crise sanitaire, on a encore un afflux et un intérêt pour ce que nous représentons, alors qu'on pourrait se dire, on n'a pas forcément tous les atouts, les salaires, etc. Il y a d'autres choses qui entrent en considération, et de plus en plus. Merci. On va revenir effectivement sur cette question du financement et des investissements. Voilà, j'avais le mot qui m'échappait. Oui, tout à fait. Mamadou Touré, vous avez un enjeu particulièrement fort. On parlait des salaires en termes d'emploi dans ce milieu de l'insertion. Et notamment, il y a une question que vous voulez porter au sein des entreprises d'insertion, c'est la question de la main-d'œuvre des migrants et des réfugiés. C'est un des sujets que vous voulez porter particulièrement. Tout à fait. Alors, moi aussi, j'aimerais rebondir sur la question des salaires, mais je vais répondre à la question sur 3 petits points, malgré tout, à mettre un peu en perspective. C'est jamais... Alors, je dirige des entreprises de travail temporaire d'insertion en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-France, des régions qui sont fortement impactées par un certain nombre de difficultés et un certain nombre de problématiques qui dépassent même la question du salaire. Mais jamais la question du salaire n'a été au cœur de nos discussions comme elles le sont aujourd'hui. C'est-à-dire que pour la première fois, au-delà de parler de la qualité du poste que l'on propose et des conditions de contrat qu'on peut mettre en face des salariés en parcours d'insertion, aujourd'hui, ils nous demandent clairement comment on peut faire pour monter en compétences, pour apprendre, pour être expérimenté, pour être positionné sur des postes de plus en plus qualifiants. Aujourd'hui, on n'a aucune difficulté à dire que sur des postes, notamment dans le cadre de chantier, j'en reparlerai tout à l'heure, mais dans le cadre de clauses d'insertion, on positionne des salariés qui ont suivi des parcours de formation qui émargent à des salaires de 3 500 € net. Je ne parle pas de primes de fin de mission ou de primes de congés payés. Donc, clairement, l'idée de dire que le salarié en parcours d'insertion dans les entreprises d'insertion ou dans les entreprises de travail temporaire d'insertion ne sont que des salariés qui sont payés au SMIC, c'est faux. En tout cas, ce n'est plus une réalité parce qu'aujourd'hui, notre profession, c'est aussi... a réussi à s'encadrer avec un certain nombre de choses. La clause d'insertion, la commande publique nous permet de vendre, entre guillemets, plus cher le parcours d'insertion aux entreprises utilisatrices. Mettre en place des parcours de formation préalable nous permet de qualifier des salariés qui effectivement étaient sans expérience en formation et qui justement apportent une plus-value au-delà de répondre à des critères d'insertion pour faire telle clause, apporte vraiment quelque chose de concret sur les chantiers où on les met à disposition, donc avec une notion de salaire et une évolution dans l'emploi qui est de plus en plus importante et intéressante et qui nous permet de sortir du dispositif insertion des personnes avec des contrats, des salaires sur lesquels on n'aurait vraiment pas pu parier au début du parcours. Dernière chose, aujourd'hui, en tout cas la Fédération des entreprises d'insertion, à travers un label qualité, le RSEI, développe au sein de nos entreprises d'insertion tout un tas de sujets. La QVT, on n'en parle pas, mais même pour les salariés en parcours d'insertion, les conditions de travail, le salaire, tout un tas de choses qui permettent de mettre un peu au centre du jeu l'autonomie, l'inclusion ou l'insertion que ces salariés, du coup, maîtres de leur avenir professionnel, peuvent mettre dans un parcours intensif, efficace, avec un retour sur investissement, j'ai envie de dire, plus qu'intéressant.
la fédération a porté au printemps, en même temps que, pendant cette période autour d'une candidature présidentielle 2022, un projet autour de l'emploi des migrants, parce qu'effectivement, dans nos entreprises d'insertion, alors encore une fois, en plein cœur d'un quartier prioritaire en Seine-Saint-Denis, avec des campements illégaux tout autour, c'est notre quotidien, on le voit ça. De manière assez concrète, on voit des gens qui arrivent de manière pas très simple, des familles. Et l'idée de la fédération, c'était de permettre de créer, ou en tout cas de porter un projet qui nous permettait d'intégrer de manière digne des familles entières, en passant par cette valeur travail qui permettait de développer tout un volet du processus d'insertion et d'inclusion, la scolarisation des enfants, le logement, on n'en parle pas, mais tout un tas de choses qui permet à des migrants qui arrivent dans des conditions que je n'ose décrire, de plus en plus compliquées d'ailleurs, d'être intégrés de manière le plus digne possible. C'est quelque chose qui a eu écho, que la fédération a porté ce printemps, sur lesquels on essaye de travailler de manière un peu plus concrète. Plusieurs centaines de salariés migrants arrivant d'Ukraine notamment ont été intégrés dans les entreprises d'insertion sur l'ensemble du territoire. Et je crois que là-dessus, c'est peut-être une solution aussi pour faire face à nos problématiques de ressources, de sourcing, de recrutement, sur des zones où on a de vrais soucis, la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, où il y avait quelques problématiques de main-d'œuvre, avec ce public migrant qui arrive avec des besoins, et nous, en face, des possibilités de les intégrer de manière efficace. Merci. Et on voit le besoin de financement du secteur. Et j'en viens, Christophe Jeanterre, à cette question de l'investissement dans l'ESS. Vous représentez la Banque des Territoires. Combien est-ce que vous investissez chaque année dans l'ESS pour soutenir toutes les initiatives qui viennent d'être évoquées ici ? Alors, la Banque des Territoires, je rappelle que derrière, c'est le groupe Caisse des Dépôts. Qui dit Caisse des Dépôts dit votre argent du livret A. Donc en fait, on réinjecte cet argent dans l'économie. C'est le rôle de la Caisse des Dépôts. C'est le rôle de la Banque des Territoires. Pour répondre à votre question, et dans le domaine de l'ESS uniquement, depuis 2020, on est à plus de 100 millions d'euros par an injectés dans l'ESS. On a même fait plus en 2020 parce qu'on a financé le plan d'urgence. Et là, on avait financé des fonds d'urgence régionaux. Et rien que ces fonds d'urgence régionaux pour pallier aux problèmes de trésorerie des acteurs de l'ESS et aussi des TPE. Et j'ouvre une parenthèse rapide. On a malheureusement eu 5% d'acteurs de l'ESS qui ont souscrit à cette poche parce qu'il fallait le savoir, parce qu'il fallait faire des démarches en ligne. Et les associations, dans cette période, étaient sans doute beaucoup plus occupées à faire autre chose et elles ne sont pas forcément allées chercher ces financements. Mais on avait quand même mis 150 millions d'euros côté Banque des Territoires. Donc 100 millions par an depuis 2020, on n'avait jamais autant investi. Maintenant, depuis 30 ans, on est quand même présent dans ce secteur. Cette année, on va faire plus que 100 millions d'euros d'investissement. Et en fait, c'est plus que ça qui sont investis évidemment dans l'ESS, puisque la Banque des Territoires, nous, on est investisseurs minoritaires. On a toujours des co-investisseurs à nos côtés. Je vois que Fer est représenté dans la salle. Évidemment, les fonds d'épargne salariale solidaire sont très présents. Il y a de plus en plus d'investisseurs à impact aussi. Et nous, on essaie vraiment de faire venir de plus en plus d'investisseurs de la sphère un peu plus classique. Et il y a tout le débat sur la rentabilité que j'évoquais tout à l'heure et l'impact. Donc il y a tout le débat autour de Finance First, Impact First. Je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut trouver un compromis entre les deux. Il ne s'agit pas de dire finance ou impact doit primer sur l'autre. Il faut qu'il y ait les deux. En tout cas, nous, quand on va sur un dossier d'investissement, si un dossier est très rentable et que ça ne génère pas d'impact extra-fi, on le laissera de côté. Et malheureusement, si un dossier génère beaucoup d'impact extra-financier, mais qu'il n'y a pas de modèle économique qui permette de dégager une rentabilité financière, pas une rentabilité à 2 chiffres, hein, on n'est pas sur des TRI du marché des infrastructures ou autres, mais il faut quand même une certaine rentabilité derrière. Je vais même m'avancer pour vous dire, à partir de 3%, on pourra aller sur ces dossiers-là. Mais c'est de l'argent du livret A, donc on ne peut pas non plus... il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Mais voilà, il y a de plus en plus d'investisseurs qui regardent, au-delà de l'ESS, qui regardent l'économie à impact, et je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut le vendre aux investisseurs.
Et une fois de plus, les deux mondes, je vais le dire comme ça, doivent faire un pas l'un vers l'autre. Les investisseurs doivent revoir à la baisse leurs exigences de TRI, et les acteurs de l'ESS doivent valoriser les impacts extra-financiers de leur activité. Et en fait, leurs activités, c'est de l'intérêt général. Donc, pour eux, c'est pas naturel de valoriser ça, puisqu'ils se veulent des acteurs de l'intérêt général, et donc il n'y a pas besoin d'en faire la preuve. Il y a besoin de le traduire dans des indicateurs pour que les investisseurs se penchent sur le secteur. Et je pense que, et nous, on est là pour accompagner ce mouvement. On n'est pas seulement investisseur, on est aussi accompagnateur. On fait plein de choses. Vous évoquiez le DLA tout à l'heure, on va financer à hauteur de plus de 5 millions d'euros. On est dans des dispositifs... alors, on finance les têtes de réseau, bien sûr, à l'image de SS France, mais aussi du mouvement associatif qui était là, aussi de la CGScope, Fatima, etc. On est là pour accompagner les acteurs à mieux structurer leur modèle. On est là pour accompagner les acteurs pour qu'ils aient un modèle économique qui ne repose pas que sur des subventions, parce que ça serait dangereux pour la pérennité de leur activité. Il faut aussi essayer d'hybrider les activités, une part de subventions, des revenus d'activité, pour que le modèle économique puisse être plus solide. Et on a plein de partenaires, je pourrais citer l'Avise, par exemple, que Jérôme connaît bien, qui est là aussi pour accompagner tous ces porteurs de projets et renforcer leur modèle économique. Ce faisant, si le modèle est plus fort, ils iront chercher des investisseurs qui leur permettra de renforcer leur haut de bilan, que ce soit des titres associatifs, que ce soit des titres participatifs, que ce soit autre chose, du capital ou des comptes courants. Et avec un haut de bilan, donc des fonds propres plus solides, ils pourront même derrière aller chercher de la dette bancaire. Et donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner ce mouvement. C'est pas facile parce que toutes les activités de l'ESS ne peuvent pas s'y prêter, mais c'est un juste équilibre entre des subventions, des revenus d'activité pour pouvoir aller parier sur le long terme. Voilà, en quelques mots. Merci. J'aimerais que chacun, vous puissiez réagir à ce que Christophe Jeanter vient de dire, trouver un équilibre entre investissement, subvention. Fatima Belhadj. Bon, alors sur la partie subvention, je vais le faire un petit peu moins parce que du coup, les SCOP et les SIC sont des sociétés commerciales, mais je rebondis sur les propos de Christophe, notamment avec cet outil qui est la Banque des territoires qui est indispensable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partenariats qu'on a pu mettre en place avec l'investissement, notamment pour de la reprise d'entreprise par les salariés, avec un certain nombre de fonds régionaux, sont évidemment des outils qui sont facilitateurs pour permettre donc à des salariés de pouvoir en fait racheter l'entreprise. C'est pas un cadeau, l'entreprise. Quand ils reprennent l'entreprise, elle est évaluée et elle est financée, elle est payée en fait par les salariés. Donc ça, c'est un des points importants. Je rebondis aussi, puisqu'on a discuté il n'y a pas très longtemps, sur le rôle justement de l'appui aux têtes de réseau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là par exemple, notre sujet central pour la prochaine mandature va être la question de la transition écologique. Ce travail-là, justement, puisqu'il y a un travail en termes de communication qui n'est jamais très simple, et pourtant, on essaye de faire au mieux, mais une newsletter en général n'est pas suffisante. Alors comme on n'a pas un écho de folie au niveau national, eh bien, il faut qu'on arrive à trouver d'autres moyens, et les réseaux de proximité que nous représentons sont essentiels. Et je pense notamment là aux conventions qu'on peut avoir en tant que tête de réseau, de pouvoir à un moment donné imaginer aussi des modèles, parce qu'il existe des choses. Alors relayer, c'est bien. Ce qu'une entreprise attend, c'est que ce soit effectif et qu'elle puisse aborder la question du tournant écologique, et que ce soit facilité, notamment parce qu'on va l'accompagner pour que, de manière simple, elle va pouvoir s'engager. Et les entreprises de l'économie sociale,
j'allais dire, ont presque une longueur d'avance en termes de philosophie, on va dire. La transition écologique, c'est pas un sujet. Par contre, après, il faut faire. On est sur de la TPE-PME sur lequel il y a besoin d'accompagnement. Moi, je regrette assez régulièrement que ce point-là, pourtant, on a la chance pour notre petit réseau d'avoir 200 permanents qui accompagnent ces 4000 entreprises, mais néanmoins, il faut faire concret avec les entreprises. Et il y a peut-être un point que je retiens d'important dans ce qui a été évoqué notamment par la ministre, le fait en tout cas de vouloir être l'ambassadrice sans juste nous dire que nous sommes beaux, il faut que ça se traduise aussi. Mais c'est vrai que cet écho qui est de dire il faudrait faire un peu comme les entreprises de l'économie sociale, moi je dis, nous sommes plusieurs à dire, on se le dit assez régulièrement. Je pense que l'économie conventionnelle peut largement s'inspirer de nous, mais largement s'inspirer de nous, en particulier dans des contextes où aujourd'hui, nous avons en tout cas une démarche de citoyenneté économique. J'ai beaucoup entendu le mot citoyenneté tout à l'heure. Pour nous, effectivement, on ne le valorise sans doute pas, mais dans nos gènes, tout simplement, parce que dans nos statuts, à but non lucratif ou à lucrativité limitée, il y a de fortes attentes de ce côté-là. Et je pense qu'on pourrait plutôt s'inspirer de nous plutôt que d'évoquer tout le temps le fait que je ne suis pas contre rapprocher, bien au contraire. Mais si on réinversait un petit peu plus le curseur, nous sommes très largement preneurs. Merci beaucoup. Mamadou Touré, vous, dans le secteur des entreprises d'insertion, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Christophe Jeanter et à ce débat de comment échapper à la logique de marché? Est-ce qu'on va vers un modèle de marché ou on reste dans le modèle de la subvention? Alors, les entreprises d'insertion, et comme toutes les entreprises de l'ESS, me semble-t-il, sont les entreprises, en tout cas les modèles les plus agiles, en tout cas les plus inventifs. Et on le voit, nous, en ce moment, dans la manière dont les entreprises d'insertion sont en train de se réinventer, en impulsant des activités, des métiers sur lesquels, il y a 5 ans, on n'était pas présent. On le voit à travers notamment des entreprises qui aujourd'hui, dans le cadre du recyclage de matelas, développent un certain nombre de choses. On le voit, et vous en parliez tout à l'heure, sur l'inventivité de groupes comme IDEE qui développent à travers le recyclage de carton pour justement l'industrie du bâtiment et l'isolation. On le voit à travers des entreprises du groupe Eureka et la manière dont ils utilisent les conteneurs justement pour créer des logements. On le voit à travers tout un tas d'entreprises d'insertion qui, avec des idées, avec une ambition et surtout avec des soutiens financiers pour le coup, arrivent à développer des nouvelles filières de manière assez dynamique et hyper efficace, parce que l'impact, en tout cas la mesure d'impact que nous faisons, c'est sur le nombre de postes que nous créons dans des conditions acceptables, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, et la manière d'amener toutes ces personnes qui rentrent dans des parcours d'insertion sur des nouvelles filières, des nouveaux métiers, notamment en utilisant le filet de la formation pour se développer, pour progresser, en inventant des nouvelles filières, des nouveaux métiers. Donc le soutien financier, la mesure de l'impact, la notion de comparer, enfin du moins l'impact social, l'impact financier, c'est quelque chose sur lequel les entreprises d'insertion sont très habituées. Régulièrement, on est dans ce genre de discussion avec les pouvoirs publics. Donc oui, faire preuve d'agilité, d'innovation pour permettre, grâce à un soutien financier, à développer nos projets. En plus, avec le souci de lutter contre les inégalités au sein des territoires, c'est quelque chose aussi qui est important pour vous. C'est plus qu'un souci. La Vous cohésion, parliez de formation notamment, il y a l'accessibilité à la formation qui est parfois problématique. Que l'ensemble du territoire soit couvert par les entreprises d'insertion pour apporter de manière équitable, notamment sur des zones franches, des quartiers prioritaires, des ZDR, une offre d'insertion efficace, mais aussi pouvoir sur ces endroits avoir une offre de formation à proposer à nos publics de manière à justement compléter ces parcours d'insertion de manière efficace, c'est primordial. Mais ça ne se fera qu'avec... Effectivement, il faut abonder. Aujourd'hui, sur l'effort formation, on voit qu'il manque à peu près 200 millions pour qu'on puisse y arriver. Donc, c'est pas rien. Et sans la formation, réussir ce tournant qui est assez important pour nous, ce sera chose impossible. Donc, aujourd'hui, l'accent pour nous devra être mis notamment sur ces points-là.
Avec le maintien des aides des dernières années, avec peut-être un appel aux commandes publiques aussi. Alors, on est conscient que 400 millions, on n'aura pas tous les ans. On est conscient que l'État, les pouvoirs publics ont apporté un soutien très important aux entreprises d'insertion et plus largement à l'IAE. Mais ce que nous, on veut dire à travers ce soutien, c'est que c'est la volonté aussi des dirigeants qui a permis d'atteindre ces objectifs. Et aujourd'hui, alors qu'on arrive dans des moments de discussion sur le renouvellement ou pas de ces enveloppes, nous, ce dont on a besoin, c'est d'un soutien qui nous permet d'avoir les moyens de réussir là où on nous attend. Et encore une fois, la formation et ce fameux contrat d'apprentissage qu'on appelle de nos voeux, c'est un contrat d'apprentissage ouvrier qui serait à destination essentiellement des publics en parcours d'insertion. On sait former les cadres, on sait former nos dirigeants, mais on a du mal à outiller nos équipes pour amener et pousser, faire monter en compétences nos salariés en parcours. Et c'est à travers cet outil qu'aujourd'hui la différence pourrait se faire. Merci. Michel Jézéquel, au niveau des CRES et de l'implantation dans les territoires, comment est-ce qu'on arrive à financer l'innovation sociale et à mesurer l'impact? On en revient à cette question parce que c'est important pour vous dans votre secteur et dans le poids de l'ESS dans les territoires. Oui, voilà. Alors, dans ce débat-là, moi, j'avais envie de réagir sur deux points particuliers. Alors, effectivement, on a évoqué selon les types d'entreprises et leur champ d'activité. Bon, voilà, il y a des modalités différentes de financement et l'hybridation des ressources reste bien sûr une piste intéressante et importante à développer. Maintenant, moi, j'aimerais aussi revenir sur le fait qu'il y a nécessité si on veut voir se développer des filières d'activité dans l'économie sociale et solidaire, ça suppose le financement des têtes de réseau, comme ça a déjà été dit, qui vont pouvoir accompagner la structuration. Cet accompagnement est vraiment important. Voilà, et c'est ça. Et c'est notamment une des fonctions des chambres régionales d'économie sociale et solidaire et qui aujourd'hui ne sont pas financées à la même hauteur dans tous les territoires, ce qui crée une disparité sur le territoire national d'une CRES à l'autre. Enfin, voilà, chaque chambre régionale est aussi elle-même à devoir trouver son propre modèle économique. Donc il y a une vraie question autour de ces sujets. Et le deuxième axe que je voudrais aborder en termes de financement, c'est que on parle beaucoup du financement de la dimension entrepreneuriale de l'organisation, mais une des particularités aussi des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est justement qu'elles sont le fruit d'un projet collectif, d'un engagement citoyen, etc. Voilà. Et cet espace qu'on peut appeler sociopolitique un peu, nécessite une pensée, une structuration, un accompagnement, et ça aussi ça coûte. Voilà. Et donc il y a non seulement à accompagner, à financer les activités entrepreneuriales, mais aussi la dimension sociopolitique de l'organisation. Voilà, l'animation, le secteur, enfin le champ des adhérents, des sociétaires, etc. Enfin voilà, qui est à penser et à financer. Comment est-ce que vous travaillez concrètement aujourd'hui avec les collectivités territoriales en région? Est-ce que c'est quelque chose qui est facile? Est-ce que vous êtes vraiment un copartenaire des stratégies territoriales qui sont mises en place, ou est-ce que là aussi vous avez des attentes par rapport à ça? Alors la Bretagne a la chance et la particularité d'avoir développé un écosystème très structuré aujourd'hui, puisque au-delà de la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, depuis 2005, se sont développés des pôles territoriaux de promotion et de développement de l'économie sociale et solidaire. On en a 19 en région Bretagne qui prennent le périmètre des pays voilà, qui sont encore relativement vivants en région Bretagne. Et puis à côté de CRES et pôles territoriaux, ce qu'on appelle nous des tags, qui sont des incubateurs de projets. On en a un par département. Voilà. Cet ensemble constitue un écosystème avec aussi les grandes familles de l'économie sociale et solidaire en région. Et on a la chance d'avoir un travail important de construction avec les collectivités locales et le conseil régional en particulier et les services de l'État en région, avec lesquels on construit et la CRES anime la stratégie régionale de développement de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Et donc, on arrive à concevoir et à arrêter ensemble des priorités de travail pour pluriannuelles, voilà, et qui impliquent l'ensemble des acteurs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a pu développer et accompagner des filières importantes d'activité.
Est-ce qu'il faudrait que les CRES aient le statut de chambre consulaire pour avoir plus de pouvoir En tout cas, il faudrait qu'elles aient les moyens financiers, c'est ce que disait Jérôme Sadier dans son discours, il faudrait qu'elles aient les moyens financiers d'assumer les missions qui lui sont confiées par la loi. Enfin, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Voilà. Pour la CRES Bretagne, c'est 60 000 € de financement État. Sophia Chikirou, est-ce que vous voulez réagir aux différentes demandes, aux différentes attentes des acteurs de l'ESS qui sont représentés ici et qu'on sent très fortes? Je suis vraiment... Oui, oui, je suis vraiment désolée, je ne suis pas ministre. J'aurais bien aimé qu'on gagne et pouvoir être ici et vous dire évidemment ce que vous demandez. On en tient compte parce qu'on est convaincu. Est-ce que ça passe seulement par un financement d'ailleurs? Pas forcément à ce qu'on entend. Moi, je voulais réagir notamment sur la question du modèle subventionnable contre le modèle investissable. Moi, je ne suis pas d'accord avec le complexe qu'on développe depuis un certain temps dans l'économie sociale et solidaire par rapport à la subvention. On n'a pas à avoir de complexe, non seulement à solliciter et à obtenir et à demander l'augmentation des subventions pour qu'elles puissent, par exemple, tenir compte de l'inflation. Pourquoi ? En tant que conseillère régionale, je peux vous dire que j'ai vu des choses se produire que vous ne pouvez même pas imaginer ici. Je ne pense pas que dans cette salle, il y ait une association qui ait perçu de la région Île-de-France 1 million d'euros de subventions. Est-ce qu'il y en a une pour faire de la réflexion et organiser des cocktails et des conférences sur l'économie du XXIe siècle? Est-ce qu'une association ici a reçu une telle somme de Valérie Pécresse? Non, elle les donne. C'est un lord anglais qui a reçu cette subvention après le Brexit et qui est venu s'installer à Paris. Et j'ai eu beau protester, il a obtenu la subvention d'1 million d'euros. De la même façon, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui détient une SCI et qui a décidé d'en faire un tiers-lieu et qui a obtenu de Valérie Pécresse 2 subventions, une de 180 000 € et une de 90 000 € pour aménager son tiers-lieu afin de réunir les aficionados de la filière épique? Il n'y en a pas dans cette salle. Eh bien, il y a un homme qui a obtenu pour sa SCI, société immobilière privée, cette subvention. Donc, décomplexez-vous avec les subventions. Et moi, je trouve qu'il est dommage que des banques d'investissement dans ce secteur, donc qui orientent les investissements dans ce secteur, mettent des conditions de rentabilité de 3%. Je trouve que c'est beaucoup, 3%. Le livret A, je vous rappelle que c'est même pas 1%. Donc vous pourriez baisser votre taux de rentabilité. Je trouve que c'est beaucoup, c'est excessif. Je crois que Christophe Janter... Je peux réagir parce qu'il y a plein de dossiers où en fait, on a des TRI négatifs. En fait. Tant mieux, développez-les. Comment est-ce qu'il faudrait alors mettre en valeur cette mesure de l'impact alors dans ce secteur? La mesure de l'impact, ce n'est pas un débat nouveau, Jérôme l'a évoqué tout à l'heure, la comptabilité. Il est grand temps de passer à une comptabilité qui est spécifique à notre économie, puisqu'on n'a pas une économie conventionnelle, classique. Notre but, ce n'est pas la profitabilité, la rentabilité illimitée, etc. Donc, passons à une autre comptabilité. Il est grand temps d'adopter des normes comptables qui intègrent tout ça. Mais je veux dire, ce sont les ruptures que j'aimerais qu'on soit capable de porter collectivement. Ce sont les ruptures sur les 3 enjeux que sont, de mon point de vue, je vous l'ai dit tout à l'heure, la question des salaires et la question des conditions de travail et d'emploi des salariés de l'ESS. Je veux qu'on soit attractif, donc je veux qu'on ait les meilleures conditions, qu'on puisse proposer dans ce secteur-là. Chez nous, non seulement vous aurez le salaire, mais vous aurez le bonheur qui va avec le salaire. Et c'est déjà un petit peu le cas. Oui, mais c'est pas vrai complètement sur le médico-social. Dans certaines parties, le médico-social, c'est une souffrance. Je connais pas une association qui aujourd'hui ne me dit pas, j'en côtoie beaucoup dans le 20e, qui ne me dit pas on a un problème parce qu'on n'arrive pas à bien payer nos salariés, qu'avec l'inflation on voudrait les augmenter, mais les subventions suivent pas, etc., etc. Donc c'est très relatif. Je me doute bien qu'il y a des entreprises qui s'en sortent mieux que d'autres. C'était intéressant de le souligner. C'est pour ça bien que sûr. Je dis pas que tout le monde est mal payé là-dedans. C'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est on prend les chiffres dans leur globalité. Et je dis c'est un élan qu'on doit adopter pour rendre le secteur attractif, pour le rendre plus puissant. Deuxième chose, la question de la comptabilité, parce que valoriser ce que vous faites, ce que nous faisons dans l'économie sociale et solidaire, pour le valoriser, il faut une autre comptabilité. Tant qu'on sera enfermé dans une comptabilité
conditionnalité, qui n'a pas intégré les questions, par exemple les réflexions sur le PIB du bonheur, on n'arrivera pas, on sera toujours en retard. Et devant les investisseurs, on sera toujours en train de se justifier de ce qu'on fait, parce qu'en plus, on n'arrive même pas à définir exactement ce qu'est l'innovation sociale et tous les apports et toutes les retombées positives de ce qu'on fait. Et le troisième sujet m'échappe à l'instant, mais il y a aussi, bien sûr, sur la commande publique. Je veux dire, ça, c'est la mère des batailles. La mère des batailles, il faut absolument exiger la conditionnalité, aussi bien des aides publiques. On se bat, nous, pour ça. Moi, je me bats avec mon groupe, avec LFI, on se bat pour la conditionnalité des aides publiques et la conditionnalité des marchés publics, où là, c'est vraiment la mère des batailles, puisque vous n'êtes pas... L'économie sociale et solidaire, ce n'est pas un secteur comme ça qui essaye de s'incruster entre le privé et le public. C'est un secteur totalement complémentaire et indispensable au public. On ne peut pas faire autrement. Moi, je ne suis pas pour une économie soviétique. Attention, tous ceux qui pensent que les mélanchonistes veulent l'Union soviétique, vous n'avez pas lu ce qu'on produit. Hein. On est plutôt dans une logique, au contraire, de faire émerger une économie avec des finalités différentes et de faire pousser et grossir cette économie-là. C'est à ça que nous, on aimerait travailler. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, mais c'est vraiment les 3 points de rupture que vous avez évoqués dans vos axes et vos orientations. Moi, je les présente comme des points de rupture parce que je suis convaincue que vous n'arriverez pas à les faire avancer si vous n'entamez pas une confrontation. Sinon, je peux vous dire, dans 5 ans, on va se retrouver avec ce même gouvernement et on fera le bilan du quinquennat comme vous avez fait le bilan du quinquennat passé, avec plus de regrets que de satisfaction, et le sentiment que le projet à 2042, au développement de l'ESS à 2042 que vous portez, que vous défendez, vous lui rajouterez peut-être 5 ou 10 ans, hein, parce que face aux urgences, et puis vous savez bien qu'on est dans une phase d'effondrement sur certains sujets et certains secteurs. Donc il y a urgence à rompre. Faut-il une logique de confrontation ? Peut-être Jérôme Sadier, on peut vous inviter à venir conclure cette table ronde. Merci à tous pour votre participation à cette séquence.